Le tour du monde de l'aventurier. Il y avait un homme, père d'une jeune fille, et qui a décidé ceci. Moi, je cherche un prétendant qui ait fait le tour du monde et qui en soit revenu pour lui donner ma fille en mariage. Un volontaire se présenta à lui et dit « Moi, je ferai ce tour. » Alors il enfourcha son dromadaire et se mit en route. Il marcha pendant un bon bout de temps, puis vit 7 rivières et un tout petit trou. Leurs eaux coulaient dans ce trou, mais il ne se remplissait pas. Il s'arrêta, regarda longuement et se dit « En réalité, il existe bien deux choses. Ce trou est petit, mais il ne se remplit pas, malgré ces 7 rivières. C'est étonnant. » Puis il poursuivit son chemin. Il partit trouver un dromadaire. Il y avait partout de la verdure, des arbres, de l'herbe, mais lui, il est si rabougri, comme s'il allait mourir. Et l'aventurier de se dire « Mon Dieu, regardez-moi ça. Il y a abondamment de l'herbe et d'arbres. Et qu'est-ce qu'il a ce dromadaire pour maigrir ainsi? C'est étonnant. Il faut que je poursuive ma route. » Alors il continua son chemin et se trouva dans une plaine toute plate, sans herbe et sans arbres. Mais ce dromadaire luisait de grosseur. Puis il se dit « C'est lui-ci. Qu'est-ce qu'il mange pour grossir de la sorte? C'est étonnant. » Il continua sa route et trouva un agneau qui tétait toutes les brebis qui allaitaient, mais ne se rassasiait pas. Il se dit « Cet agneau tète lui seul 7 troupeaux de brebis, mais il ne se rassasie pas. C'est une merveille. » Il continua à marcher. Pendant qu'il marchait, il entendait un tam-tam qui tonnait fort. Il marcha pendant 2 jours et au 3e, il y arriva. Il vint trouver une chose qui ressemblait à une coccinelle. Quand il la toucha avec le bout de sa lance et dit « C'est cette chose-ci qui battait le tam-tam que j'entendais de loin ?» Mais cette chose s'agrandit et quand il répéta « Quelle est cette chose qui agit ainsi ?» Celle-ci se leva et atteignit sa taille. Alors il se dit « Attention, je ne dois pas continuer, sinon je risquerais de trouver quelque chose qui m'avalera. » Et revint sur ses pas. Il se rendit chez le père de la jeune fille et dit « Papa, j'ai marché et je suis revenu. » Le père de la fille lui dit « Bien, tu es revenu, n'est-ce pas ?» Puis ajouta « Mais qu'est-ce que tu as vu ?» Le jeune homme dit « En premier lieu, je suis allé trouver un dromadaire. Il y avait assez d'arbres et d'herbes, mais il était rabougri. Est-ce que tu sais ce que c'est ?» Le jeune homme répondit « Non, je ne le sais pas. » Le père de la fille expliqua « C'est quelqu'un d'insatisfait. Il possède abondamment de richesses, mais convoite celles des autres. Qu'as-tu trouvé encore ?» Le jeune homme dit « J'ai trouvé une plaine toute plate. Il n'y avait ni eau, ni herbe, ni arbre, rien que de la canicule. Mais papa, ce dromadaire-là était gros. » Le père de la fille questionna « Est-ce que tu sais ce que c'est ?» Et le jeune homme dit « Non, je ne le sais pas. » C'est une personne intègre. Elle est pauvre, mais son cœur est riche. Les biens des autres ne lui disent absolument rien. Elle se contente du peu qu'elle a. Qu'as-tu rencontré encore? Et le jeune homme répondit « Je suis allé trouver cette rivière qui se déversait dans un petit trou qui ne se remplissait pas du tout. » Et le père de la fille lui demanda « Est-ce que tu sais ce que c'est? Au moins. » Et le jeune homme répondit « Non, je ne sais pas. » Et le père de répondre « C'est le pouvoir. Le roi règne continuellement, mais ne dit jamais qu'il en a assez. » Le père de la fille lui demanda encore « Eh bien, qu'as-tu trouvé d'autre ?» Et l'aventurier répond « J'entendais de loin battre le tam-tam et ce n'est qu'au 3e jour que j'ai pu arriver là. Je vins trouver une toute petite chose comme une coccinelle. Et quand je l'ai touchée, elle s'est élevée et quand je l'ai encore touchée, elle se leva à ma hauteur. Puis j'ai cessé et me suis dit que si je continue à la toucher, elle finira par m'avaler. » Et le père de la fille de lui demander « Et tu ne l'as pas su, ça aussi ?» Et le jeune homme dit « Non, père, je ne l'ai pas su. »
Et le père lui répondit, « Ce sont les problèmes de la vie. Attends, je t'explique. Tu as un problème et tu as un meilleur ami. Tu l'informes. Lui aussi a un meilleur ami. Il l'informera. L'autre aussi a un meilleur ami. Il va l'informer. Et ainsi tout le monde en saura. » Et le père de la fille ajouta, « Tu as effectivement fait le tour du monde, mon fils. Je te donne enfin ma fille en mariage. » Une si grande et aveuglante faim. Un jour, deux copains partirent se promener dans la brousse. Ils ont eu faim. L'un d'eux, n'arrivant pas à supporter la faim, partit chasser un gibier. Mais le feu refuse de s'allumer en raison de l'humidité des brindilles. Soudain, entre les rochers, il vit quelque chose. Cette chose est faite d'une capuche en paille séchée, posée sur une calebasse contenant du mil. Quand son ami comprit son intention, il réagit aussitôt. « Non, attention, tout sauf ça. Tu sais bien ce que c'est. »« Mais j'ai trop faim. »« Nous allons rentrer à la maison et nous dégusterons la sauce de kumranga baignée dans la pâte d'arachide, avec une boule de mil chaude et parfumée. » Malgré les nombreuses tentatives de dissuasion, il céda à la tentation pressante de la faim. Il prit la hutte, allumant enfin le feu pour griller sa viande. À la fin, il mangea aussi le mil. Au retour, ils remarquèrent quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'étrange dans le paysage. On dirait qu'il est balayé par un vent de sécheresse. La terre est devenue d'un coup croustillante. Elle est sèche et craquelée. La situation s'empira 2 jours plus tard, lorsque les cultures furent ravagées par un essaim d'oiseaux et de criquets. Tous les fruits, quant à eux, furent dévorés par les chauves-souris. La population a commencé à se poser des questions lorsque les pluies d'eau se sont asséchées. C'est une punition. Mais qu'a-t-on fait pour mériter une telle punition? Alors que la panique et la peur s'est emparée de la région, les chefs respectifs convoquèrent une réunion sous le grand arbre. Ce que nous vivons aujourd'hui ressemble à une punition. Quelqu'un aurait énervé les esprits. Nous ignorons pourquoi, mais si cette personne se reconnaît et qu'elle se trouve ici, qu'elle se prononce. Vas-y, dis-leur ce que tu as fait. Pour remédier momentanément à la situation catastrophique qui prévaut, nous avons négocié avec nos sœurs les fourmis qui ont accepté de partager leur stock de mil avec nous pendant quelques jours. Et nous saluons leur courage et leur gentillesse. Mais la situation risque de s'aggraver dans les jours à venir. C'est pourquoi nous allons passer à cette épreuve, appelée l'épreuve des brindilles. Il s'agit d'une épreuve qui consiste à aller à la forêt, puis traverser une grosse brèche par un pont en brindilles et en lianes. Les suspects désignés par le médium marcheront chacun sur le pont. Seul le coupable tombera, car les brindilles céderont sous ses pieds. Il tombera dans le trou. Pendant la traversée de la vérité, tous les villageois sont conviés pour être témoins des scènes. Alors tous les suspects passèrent, et quand ce fut le tour de... Non, je ne peux pas. Si tu n'as rien fait, tu n'auras aussi rien à craindre, mon fils. Vas-y. Tu as bien entendu, vas-y. C'est moi. C'est moi qui ai défait l'autel. C'est moi qui ai fait ça. L'autel de Marga est d'une telle importance qu'il est interdit de l'abîmer. Le coupable est convoqué devant le conseil du village et il a été condamné
à faire une offrande aux esprits qu'il déposera sous un tamarinier. Cette offrande, faite de boulettes de pâte de mil pénincillaires, a réussi ainsi à calmer les esprits en colère. Et un vent d'abondance et de confort traversa le village qui retrouva son bonheur d'antan. La hase et son ami la grue couronnée. Un jour, la femelle du lièvre, la hase et la grue couronnée décident de cultiver ensemble. Elles partirent en brousse et cherchèrent un lieu pour cultiver. La hase dit qu'elle va cultiver dans le lit de la rivière. Quant à la grue couronnée, elle dit qu'elle va cultiver sur les bordures. Alors il plut et elles semèrent. Mais quand elles avaient sémé, il n'y avait plus eu assez d'eau. Alors la culture de la hase a poussé et celle de la grue couronnée avait aussi poussé. Mais comme le terrain de la grue couronnée paraissait sec, alors son mil n'était pas satisfaisant. La récolte n'était pas bonne. Et la hase s'est mise alors à chanter pendant qu'elle labourait. Le chant de la grue couronnée est espacé, celui de la femelle du lièvre est très dense. La grue couronnée la regardait, mais ne disait rien. Ainsi, elle continuait à labourer. Un jour, la pluie tomba abondamment et le fleuve s'emplit. Il emporta tout le mil de la hase. Alors elle sortit et se tint debout pendant longtemps là. Mais elle remarqua que rien n'est arrivé à la culture de sa voisine et amie la grue couronnée et se résigna à son tort. Elle ne savait plus quoi faire. Quant à la grue couronnée, son mil a mûri et ses haricots ont donné des fruits. Alors un jour, la hase vint lui demander: « À grue couronnée, mon ami, je viens de cueillir des feuilles de haricots chez toi. » La grue couronnée acquiesça et ajouta: « Ben si ce n'est que des feuilles de haricots, viens en cueillir. » Mais quand elle venait, ce n'est pas pour cueillir des feuilles de haricots, mais c'est pour cueillir des haricots même. Elle remplira sa calebasse de haricots et fourra des feuilles par-dessus. Puis un jour, une vieille femme la remarqua. Cette vieille femme s'était cachée derrière une case et la femelle du lièvre était revenue chez ses enfants. « Venez mes enfants, vous allez m'aider à décoquer ces haricots. » La vieille femme partit avertir la grue couronnée. Elle lui dit ceci: « Après, si la femelle du lièvre arrive, verse-lui du gombogluant le long de la route qu'elle emprunte. » Quant à la femelle du lièvre, la hase, elle se leva très tôt, comme d'habitude, et partit au champ. « Grue couronnée, dit-elle, je suis venue pour cueillir des feuilles de haricots. »« Viens donc cueillir, si ce n'est que des feuilles de haricots, ça fait rien. » Alors, elle remplit de nouveau sa calebasse. Et quant à la grue couronnée, elle courut verser du gombo gluant. La hase cueillit et lui dit: « Merci, je m'en vais. »« Bien, au revoir, » lui retorqua la grue couronnée. Mais elle la guettait. Alors la hase s'en alla et arrivée au lieu où le gombo gluant a été versé, elle se glissa et tomba. Sa calebasse se brisa aussi. La grue couronnée se mit à la taquiner et lui demanda: « Femelle du lièvre, es-tu tombée ?» Elle se tut, puis se leva tout doucement et rassembla ses effets. Mais elle cacha le haricot avant de répondre: « Oui, je suis tombée. » Et la grue couronnée de répéter: « Est-ce que tu es tombée? »« Oui, je suis tombée. Mais maintenant, je vais retourner à la maison. » Et repartit chez ses enfants. « Bonne arrivée, maman, lui dit ses enfants. »« Retournez à la maison, qu'est-ce que vous avez pour dire bonne arrivée ?» dit-elle. « Aujourd'hui, j'ai attrapé de la fièvre. Allez-y m'allumer du feu. Vite, vite !» Les enfants partirent allumer le feu et elle vint se réchauffer. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» demandaient les enfants. « Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Décoquez-moi vos haricots. Quand je me serai bien rétablie, je vous raconterai une histoire. » Ils décoquèrent leurs haricots et les firent bouillir, mais elle refusa toujours de leur dire la vérité. La grue couronnée se dépêcha et vint vite la trouver à la maison. Elle lui demanda: « Chère amie Hase, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Tu n'es pas venue très tôt au champ comme d'habitude. »« Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, répondit la Hase.
La grue couronnée ajouta. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir sur mon champ. Tu me trompes en disant que tu cueilles des feuilles de haricots, alors que ce sont les haricots même que tu voles. Cosy, la princesse rebelle, et le pendentif maléfique. Princesse Cosy participe tous les ans à la récolte des chenilles. C'est un événement grandiose qui regroupe plusieurs villages. Il est célébré en grande pompe avec des danses traditionnelles, des musiques folkloriques, des défilés. Mais à chacune de ces sorties, en ville ou bien en brousse, Cosy est accompagnée par l'une de ses gardes. La récolte de chenilles est un moment de répit pour Cosy, loin de la cour royale, loin des ordres, loin de cette éducation stricte. Elle retrouve enfin la nature, cette nature qui ne la juge pas, cette nature au parfum de terre mouillée par la pluie, cette nature au murmure des feuilles. Cosy est très contente. Même si en tant que princesse, ses gardes la suivent partout, elles sont surtout présentes parce que Cosy est d'une têtutesse ingérable. Il faut toujours la surveiller parce qu'elle peut aller loin, très loin. Aujourd'hui encore, elle l'a accompagnée dans la brousse pour la récolte des chenilles avec ses copines. Alors qu'elle récoltait progressivement des chenilles et les déposait dans son beau panier, Cosy trouva par terre un pendentif. Il était beau, coloré et très spécial. Alors elle le ramassa et le montra à sa garde. « C'est beau, regardez, j'ai trouvé un collier. Faites voir s'il vous plaît. C'est un pendentif. C'est bizarre qu'un pendentif se trouve ici. Peut-être qu'il appartient à une personne, mais vu les signatures, il ne doit pas appartenir au village environnant. Je pense qu'il doit venir de loin. Mais il serait peut-être préférable de le déposer là où vous l'avez pris. » D'accord, je vais le faire. S'il vous plaît, déposez-le. Cosy repartit et déposa le pendentif là où elle l'a pris. Mais il a fallu un petit moment d'inattention pour qu'elle le reprenne et le cache au fond de son panier. Une fois à la maison, Cosy était pressée de porter ce beau pendentif. Et alors qu'elle le porta, elle a commencé par se sentir mal. Soudain, ses pieds ont commencé par se transformer. Ils ont pris la forme d'un tronc d'arbre. Son visage est tout ébouriffé, comme une pâte d'argile. Elle ne sait plus ce qui lui arrive. Et soudain, elle est devenue géante. En réalité, il ne s'agit pas de Cosy, car en portant ce pendentif, elle a libéré une génie qui a été emprisonnée pendant longtemps dans la pierre, dans le pendentif. Et ce génie maléfique est tellement contente d'avoir recouvré sa liberté qu'elle a commencé par faire des catastrophes. Ce génie a commencé par tout saccager. Lorsque le monstre qu'est devenu Cosy surgit dans la cour, tout le monde courut, car elle est devenue un monstre au visage ébouriffé, aux pieds arborés, un géant maléfique. C'est Marla, la force maléfique, forte comme un arbre, avec le cœur de pierre. C'est elle qui a pris possession du corps de Cosy maintenant. Et elle s'est fixée comme objectif de prendre possession de toute la cour et le village environnant. Alors ce génie qui prit possession du corps de la princesse Cosy emprisonna tous les enfants qui se trouvaient sur son chemin ainsi que leurs parents. Et il marcha droit dans la brousse. Pour les villageois, l'heure est grave. Il faut absolument libérer d'abord les enfants et ensuite remettre le génie dans son refuge, fait de pierre. Ils demandèrent l'aide des arbres qui leur répondirent. « Nous pouvons vous offrir de quoi fabriquer votre couteau de jet, car le couteau de jet est une arme redoutable et une arme précieuse utilisée dans certaines circonstances. » Ils retrouvent les rochers et implorent leur aide. Les rochers leur répondirent « Nous pouvons vous offrir des métaux pour préparer la pointe de votre saguet. » La saguet est une arme qui transperce l'obstacle le plus solide qu'il soit. Pendant des jours et des nuits, ils forgèrent leurs armes pour renforcer leurs réserves. Ils ravitaillèrent leur courage, leur bravoure par les chants des cantatrices. Et les jours suivants, ils attaquèrent la géante. Elle était si robuste que les flèches s'écrasèrent sur sa peau comme une plume contre un mur. Elle était raide. Les couteaux de jet, quant à eux, ne faisaient même pas le poids.
Alors ils consultèrent Gar, l'oracle, chez le médium. Il les oriente vers le vieil homme barbu en pierre. Mais pourra-t-il décanter la situation? Vous avez traversé la forêt, vous avez traversé la brousse, les rochers, pour venir solliciter mon aide. Hélas, je serai au regret de vous annoncer que personnellement, je ne peux rien faire pour vous, car vous avez tout. Vous avez des armes, vous avez du courage, mais je parlerai avec la margue. Seulement, je vous conseillerais de l'attaquer le jour de la pleine lune. Mais elle aurait déjà détruit nos enfants, elle aurait déjà tout mangé. Attendez le jour de la pleine lune pour la combattre. Entre-temps, mobilisez vos hommes les plus forts. Et je sais pourquoi je dis cela. Et arriva le jour de la pleine lune, ils attaquèrent la marle, qui semble être plus aguerrie. Les hommes et les femmes ne les emplissent pas. Soudain, un essaim de criquets guerriers surgirent et l'attaquèrent à leur tour. Dépassés par la furtivité et la mobilité des attaques coordonnées d'une part par les guerriers et d'autre part par les criquets, le génie extrait du corps de la princesse Kosi se retrancha dans son refuge, la pierre. Enfin, les enfants libérés rentrèrent chez eux. Et depuis ce jour, il est recommandé aux enfants et à tous les distraits de ne pas toucher tout ce qu'ils trouvent dans la brousse, par terre ou dans les airs. L'incroyable destin de Gazelle Noire. Il y avait de cela très longtemps, dans une contrée lointaine, vivait un couple. C'est une contrée luxuriante où les parfums de la terre, arrosés par les larmes de pluie, se confondaient à celles des fleurs. Un endroit où la fertilité du sol pondait les plus beaux fruits et offrait des plus belles récoltes. Les papillons, les oiseaux et les animaux s'épanouissaient agréablement. Ici, tout le monde est heureux, sauf ce couple. Depuis un moment, il voulait un enfant, mais en vain. Les plus grands sorciers de la contrée ont confirmé que la nature en a décidé ainsi et qu'il n'y a plus d'autre possibilité. Contre toute attente, alors qu'elle s'était résignée à son triste sort, le miracle sonna à la porte et elle tomba enceinte. C'est une fille, une belle fille au regard de biche. On a décidé de l'appeler la Gazelle Noire, bien sûr à cause des multiples étincelles qui crépitaient de ses yeux noirs émeraudes comme de bulles d'eau dans un océan. Mais un problème se posa. Gazelle Noire avait de très grosses oreilles. Elle était surdimensionnée, ce qui attirait les moqueries des méchants. Mais plus les jours s'écoulaient et plus les problèmes émergeaient. Car à 7 ans déjà, la fille ne parlait toujours pas. Elle semblait tout comprendre, mais n'entendait rien. Alors les langues commençaient à formuler les théories les plus folles. Certains disaient qu'elle serait échangée à sa naissance par un esprit malsain. D'autres disaient elle a été maudite. Non. Peut-être que sa mère aurait marché sur un nid de fourmis. Toutes les possibilités sont déployées dans les contrées. Gazelle Noire et ses parents sont ainsi devenus la cible comme l'objet de foire dans cette contrée autrefois sereine. Hélas, elle continua à compter les levées et les couchers du soleil sans que son enfant délie sa langue. Et malgré que ce mutisme alimentait toutes les rumeurs absurdes, ses parents ne baissèrent pas les bras. Ils continuèrent à consulter des charlatans, des magiciens, des voyants. Ils ont même essayé le rituel de l'œuf qui consiste à chasser les mauvais esprits, le mauvais œil, mais rien. Aucun résultat. Le seul rendu obtenu, c'était qu'ils s'approvissaient, car au fur et à mesure qu'ils payaient tous les traitements, ils épuisaient leur stock. Ce matin, le soleil était radieux, comme toujours, car les nuages ne l'ont pas encombré, les vents les ont dispersés. Pendant que la mère pilait le mil, elle entendit un son se faufiler parmi les murmures d'oiseaux.
Par curiosité, elle scruta derrière le séco et fut abasourdie. Elle crut voir un rêve. Oui, ce rêve insaisissable, cet univers parallèle. Mais ceci n'est pas un rêve, c'est une agréable réalité. Et oui, c'est bien Gazelle Noire qui est en train de chanter avec un oiseau. Cet oiseau était si beau, avec ses couleurs comme un arc-en-ciel fraîchement apparu de fines gouttelettes de pluie. Toute contente, elle s'approcha et tendit ses oreilles pour se ressourcer de cette mélodieuse voix. C'est l'histoire d'un bel oiseau qui est perché sur un sangle. Son père quitta immédiatement le chant, car il fut attiré par cette chanson et il voulait découvrir cette créature qui se cache derrière ces belles suites d'intonations, cet apaisant bruit. Au fur et à mesure qu'elle chante, le monde se forme autour d'eux. Et soudain, un autre miracle se produisit. Les personnes qui étaient malades, qui étaient souffrantes et qui étaient tout autour ont été guéries. Incroyable, les vibrations qui se libéraient de cette belle composition de voix est une potion magique qui délie le mal dont souffrent certains habitants. Les personnes tristes sont devenues toutes joyeuses et tout le monde l'applaudissait. Ceux qui l'avaient autrefois traité de tous les noms, les charlatans qui ont tout essayé, tout ce monde était fasciné, sauf un, bien sûr, l'œil du roi. Cet homme courut informer la cour royale. Mon roi, vous avez quelque chose qui vous appartient dans la contrée. En fait, il s'agit d'une expression qui en dit long. Car malgré les richesses qui ne manquaient pas dans le village, le chef enviait toujours tout ce qui est extraordinaire, rare et original. Et c'est ainsi qu'un jour, il ordonna à ses chasseurs de piéger l'oiseau et aux soldats d'arrêter Gazelle Noire. Ce acte plongea ses parents et leurs compagnons dans la tristesse et l'incompréhension. Pendant ce temps, le roi se gavait des biens qu'il amassait des villageois, parce que dorénavant, pour profiter des bienfaits de cette formule magique, il faut payer. La monnaie d'échange peut être sous forme de bétail, du céréal, du tchak, qui est un tissu traditionnel, ou du métal, surtout l'or et des pierres précieuses. Il a fait de ce miracle de la nature une source d'enrichissement, car le monde affluait de partout comme un essaim d'abeilles. Autant que les rumeurs se propageaient de bouche à oreille, de village en village et de porte à porte. Mais c'est un travail fatigant pour l'oiseau et Gazelle Noire. L'oiseau était épuisé, la Gazelle Noire était lessivée, la fatigue les rongeait. Pourtant, la cour n'hésitait pas à les affamer s'ils ne travaillaient pas. Nous sommes fatigués de chanter. Chantez! C'est l'histoire d'un bel oiseau. Chantez! Chantez! Qui est perché sur un sangle. Chantez! Les parents supplièrent la cour de les libérer et la population implora la bienveillance du roi de la reine. Mais il demeure intraitable. À présent, plusieurs jours que la cour était gavée de butin, au point que tous les greniers et les cachettes, ainsi que les lieux de stockage,
soit rempli. Il était content. Un jour, alors que le roi se préparait pour une fête royale, grande fut sa surprise de constater que son visage était brusquement creusé de rides et ses cheveux parsemés de mèches blanches. Son épouse, quant à elle, avait aussi le visage émacié, tiraillé, et leurs enfants commençaient à s'assombrir au point d'être invisibles comme l'obscurité. Alors il mobilisa immédiatement ses magiciens, mais aucune solution ne se dégagea de leurs majestueux efforts. Alors il fit appel à la plus grande magicienne, la Margue. Il la consulta, l'implora. Gamarga, je t'implore, je t'en supplie. Quelque chose d'affreux est en train de se passer dans ma cour. Je suis brusquement devenu vieux, mes cheveux se blanchissent, mon visage se creuse, mes enfants s'assombrissent. Nous implorons votre aide. La Gamarga fit un tour dans la maison. Elle observa, elle consulta et lui dit ceci. Vous êtes le problème et vous êtes les solutions. Vous avez emprisonné la nature dans une cage, alors que sa place se trouve dans l'univers de la liberté. Vous avez séquestré le bien dans votre cour, alors que sa place est dans les cœurs des vivants. Mais que dois-je faire? Qu'allons-nous faire? Dites-nous! Chassez la cupidité et accueillez l'humilité. Nettoyez votre maison de la plus petite poussière de méchanceté et ménagez de la place à la bonté. Ainsi, vous serez réellement riche, car la richesse, c'est cela. Le bien-être que vous diffusez dans votre univers et la joie que vous ressentez au retour. Faites de votre existence un bonheur et faites de votre présence la plus belle mission. Il ordonna immédiatement la libération des 2 prisonniers et présenta ses excuses à tout le monde. Il décida aussi de rendre tous les biens qu'il avait confisqués. Et quand tout le monde leur a pardonné, enfin, ils retrouvèrent leur apparence normale. Ainsi, le village retrouva son bonheur et sa quiétude et demeura continuellement bercé de belles sonorités du duo aux voix divinement exquises. Il est si petit. Une rencontre magique entre le pilon et le ciel. Il était une fois un beau village. Dans cette partie de la terre, les gens vivaient joyeusement. Le sourire est le maquillage le plus pratiqué au quotidien et le rire, l'un des rythmes qui berce ce îlot de bonheur. Mais quelque chose est spécial. Dans cette région, comme dans le reste du monde, le ciel est bas, très bas, et on pouvait voir les nuages flottant non loin des huttes des cases et les hommes qui profitent de cette beauté que leur offre cette particularité. Un jour, par un beau soleil, une femme prit son mortier ainsi que son pilon. Comme d'habitude, elle veut préparer le repas. Mais sous le hangar,
Il faisait chaud ce jour-là. Alors elle se déplaça dehors. Une fois sa délicieuse sauce de kumranga préparée, elle décida de passer le reste de son temps à décortiquer le mil. On entendait le résonnement du mortier qui rappelle celui du tam-tam. Et comme dans le village, la solidarité est un souffle qui anime tous les habitants, alors les voisines environnantes vinrent lui apporter de l'aide pour décortiquer et moudre le céréal. Chacune pile le mil à tour de rôle en chantonnant. Chacune déploie de l'énergie pour mieux écraser ses grains. Le sol tremble et les pilons sont jetés à tour de rôle en l'air comme pour donner plus d'élan, plus de rythme et plus d'ambiance à leurs efforts. Et soudain, un des pilons toucha le ciel. Un étrange bruit assourdissant secouait la terre, créant un affolement de la foule. Les femmes épeurées jetèrent leurs pilons et se mirent à l'abri. Mais ce n'était ni un coup de tonnerre, ni le grondement des éclairs, ni la foudre, ni l'orage. C'était juste un au revoir. Car le ciel est allé loin, plus haut, là où aucun pilon ne l'effleurera. Et voici pourquoi depuis ce jour, le ciel a déménagé pour se réfugier plus loin au-dessus de notre maison commune, la terre. Le Guéra est comme une perle incrustée dans le cœur de l'Afrique, appelée le Tchad. Cette perle cristallisée porte sur chacune de ses facettes une variété de cultures qui composent sa diversité. Et réfléchissant ainsi, la lumière qui alimente ses mythologies, ses sagesses, ses légendes et philosophies. Le récit que je venais de vous raconter est une légende ancestrale du Guéra, racontée depuis la nuit des temps et de génération en génération. Ce récit a également été illustré dans le livre du socio-anthropologue Peter Fuchs, livre intitulé Kult und Autorität, die Religion der Hadjarae, un livre dédié à la spiritualité Margaï, publié en janvier 1970 aux éditions Dietrich Reimer. Mami Wata, l'impératrice des eaux. Quelque part, dans un îlot éloigné des terres habitables, vivait une sirène à la chevelure au toucher moelleux et cotonneux, nuancée de teintes exquises. Cette beauté aux traits exceptionnels, héritée de la Dame Nature, vit dans un beau paysage aquatique, dissimulé dans les couloirs des grottes mystérieuses. Une croyance tchadienne raconte que dans les cours d'eau et précisément dans le fleuve et les lacs, habite cette créature mi-humaine pourvue de nageoires avec les membres inférieurs débouchant en queue de poisson. Et cette créature répond au doux nom commun de Mami Wata. On dit qu'elle est d'une beauté inégalée et se fond parfois dans la masse. Mais pour l'identifier, il faut observer ses pieds, car hors de l'eau, sa queue de poisson se transforme en patte de cheval avec de beaux sabots. Pour pouvoir retrouver une forme complètement humaine et se fondre dans le décor avec les habitants, notre sirène a besoin d'un objet. Et cet objet est une ceinture spéciale ornée de 6 lumineux colis, 3 de chaque côté et convergeant vers un seul point. Mami Wata se demande si un jour ce miracle se produira. Si seulement je trouve la ceinture,
je pourrais peut-être parcourir le monde et explorer l'univers des humains sans qu'ils ne pourchassent. Quelque part vivait Djurko, un jeune pêcheur. Djurko va tous les jours au fleuve pour pêcher des poissons qu'il échange ensuite contre d'autres denrées alimentaires au marché hebdomadaire du village. Mais depuis quelque temps, la terre fertile fut progressivement remplacée par un tapis de craquelures et les fruits succulents, quant à eux, s'asséchaient également au même moment, au même titre que les arbres qui les portaient. Les habitants arrivaient quand bien même à survivre difficilement grâce aux réserves de nourriture en insectes, en légumes et en fruits secs. Les animaux qui ont réussi à survivre quant à eux, de leur côté, ont également fui vers d'autres cieux. Les poissons, grâce à qui Djurko survit, commencent également par se raréfier. Alors Djurko, le jeune pêcheur, rama pendant longtemps jusqu'à s'éloigner des terres habitables. Ici, seul le vent, seul l'éclapotement des vagues anime ce beau paysage. Soudain, Djurko aperçut un bout de terre. Un petit îlot. Alors il rama jusqu'à la destination. Arrivé sur place, il jeta son filet qu'il fixa avec quelques sacs de sable. Il décida alors de faire une petite pause sur ce petit bout de terre montagneux, paradisiaque, qui sert également d'un îlot perdu au cœur de l'océan, comme la pupille au cœur de l'iris. Aussitôt qu'il se posa, il vit un gros nuage se former. Le jeune pêcheur pria de toutes ses forces pour que cet orage ne vienne pas perturber son activité. Mais trop tard, un vent violent s'abat sur l'îlot. Djurko n'a d'autre choix que de se réfugier rapidement dans une forme de gouffre. Il a beau hésiter une fraction de seconde, car ne sachant pas ce qui se cache dans cette obscurité. Mais il n'a pas d'autre solution. Et comme un oiseau, il fonça droit dans l'obscurité, pour se mettre à l'abri, bien sûr, du danger des vents. Et quand il pénétra en profondeur, il découvrit un monde à part, un paysage féerique. L'eau était si claire qu'il peut voir le fond enjolivé par la faune et la flore qui la peuplaient. Le grouille de poissons. Il y a énormément de poissons, plus qu'il ne peut l'imaginer. Alors Djurko décida de pêcher. Il pêcha autant de poissons, aussi longtemps qu'il pourra. Il y avait de toutes les sortes, des grands, des petits, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Djurko a découvert une manne. Une fois sa pêche terminée, et le temps que la tempête se calme, il prit un bain. Mais pendant qu'il se baignait, il a été pris dans un filet. Le filet d'une grosse, immense araignée impressionnante qui voulait en découdre avec lui. Et c'est là où apparut une lumière vive et douce à la fois qui fit fuir la créature. Mais cette créature éblouissante qui se cache derrière cette lumière vive, quant à elle, est belle et impressionnante. Soudain, une forme jaillit de la lumière. Elle est à moitié humaine et moitié poisson et s'approcha du pêcheur. « Bonjour, jeune homme. Bienvenue dans mon palais. » Merci de m'avoir sauvé. Sans vous, je serais déjà dans les profondeurs des eaux. « Je vous en prie, monsieur. Vous avez été pris dans le filet de l'araignée, comme les poissons dans vos filets de pêcheurs. » Djurko remercia la sirène et voulut partir, mais celle-ci lui demanda quelque chose. « En guise de remerciement, je vous demande de m'offrir en cadeau la ceinture que vous portez. » « Ma ceinture? » Oui. Je ne peux pas vous la donner. C'est un cadeau que mes parents m'ont offert lors de mon passage à l'âge adulte. Et sous aucun prétexte, je dois m'en séparer. Je suis désolée.
Alors qu'il continuait à parler, la sirène l'arracha et le pêcheur se précipita dans l'eau pour récupérer sa ceinture précieuse. Et soudain, une autre magie se produisit. Djorko se transforma en caïman écaillé. Djorko ne sait pas ce qui lui arrive, mais il découvre par la même occasion qu'il appartient à cette communauté des hommes qui se transforment, ces hommes qui prennent des formes animalières diverses en fonction de leur origine, de leur totem et de leur histoire. Djorko a compris que sans sa ceinture, ses pieds ne doivent plus entrer en contact de l'eau, et surtout au crépuscule. Il doit à présent absolument récupérer cette précieuse ceinture s'il veut rentrer chez lui sous sa forme humaine. Mais la sirène a également besoin de cette ceinture et elle a attendu pendant longtemps, très longtemps, pour que ce miracle se produise. Et elle ne veut pas laisser cette chance passer. Cette chance qui lui permettra dorénavant de se fondre dans la masse et explorer le monde des humains. Djorko finit par rentrer chez lui sous sa forme effroyable, car la sirène refusa de lui remettre la ceinture. Elle va enfin pouvoir réaliser son rêve, celui d'explorer le monde des humains. Il trouva une petite cachette pour passer le reste de la nuit en attendant le lever du jour, mais il fut chassé de sa cachette par des porcs-épics qui alertèrent très vite les villageois. Et Djorko fut chassé du village. Il doit attendre le lever du jour pour reprendre son apparence normale. Mais la sirène, qui a profité de son amulette pour le suivre, a eu pitié de lui. Elle le retrouva et lui remit la ceinture. Le lendemain matin, lorsqu'il retrouva son apparence normale, il revint chez lui et raconte son histoire à sa famille, au village, à tout le monde. Le jeune homme trouva les mots pour exprimer ce qui lui était arrivé. Il leur avait aussi dit ce qu'il avait trouvé chez la sirène. Pour eux, c'était inimaginable. Il retourna chez elle et lui remit la ceinture contre les denrées alimentaires. Mais en échange de la ceinture, la sirène leur a garanti la disponibilité d'une importante quantité de poissons, de fruits exotiques et d'autres denrées alimentaires de manière infinie. Djorko, quant à lui, a accepté peu à peu sa différence. Il prit plaisir à explorer le monde fluvial en compagnie de la sirène, qui est devenue une membre à part entière de la famille. Et au lieu d'être considéré comme un monstre, depuis ce jour, Djorko est considéré comme ce messie qui a sauvé son village d'une pénurie alimentaire en échange de ce qu'il a de plus cher, son image. Le bûcheron et l'arbre.
Je suis la manche de ta hache, le bras de ta roue. Je suis l'abri des papillons, des oiseaux et plein d'autres invisibles et invisibles. Je suis celui qui t'apporte de l'eau et je suis ton souffle quand tu es essoufflé. Je t'apporte de l'oxygène. Je suis la source de ta vie. Je suis celui qui te donne des fruits, des noix, des baies. Je suis l'arbre. Je suis un vivant. Je suis une âme vivante. Tu parles aussi? Mais bien sûr, je suis un être vivant. Les trois vaches, l'ogre et le voyageur. Un jour, un homme se présenta auprès d'une famille pour demander la main d'une fille. Une fille qu'il aimait beaucoup. Les parents se concertèrent et lui donnèrent une suite favorable. En échange, sous forme de dot symbolique, ils lui exigèrent 3 vaches, l'une blanche, l'autre rouge et enfin, la dernière, une vache noire. N'ayant pas assez de moyens pour honorer le contrat établi entre les deux familles, il consulta ses parents. Ainsi, ils décidèrent de se séparer de quelques biens, disons précieux, qu'ils troquèrent contre les vaches. Une fois les biens réunis, il s'apprêta à entamer ce long voyage qui conduit au village de sa dulcinée. En route, il fit la rencontre d'un homme assez particulier. Il est simplement cauchemardesque. Il avait un œil au milieu du visage, un orifice en guise de narine, des lèvres cousues qui lui servent de bouche dans laquelle apparaît une dent sale et fourchue. Ces rares poils qui lui servent de cheveux ne sont que des vers. L'homme est répugnant. Il avait un bras tentaculaire et enfin un pied avec des doigts ramifiés. Quand le jeune homme l'aperçut, il précipita ses pas. Mais soudain, le prétendant feint de ne pas l'avoir entendu et se dépêcha encore plus. Miro, tu n'as pas entendu ou quoi? C'est à toi que je m'adresse. Oui? Donne-moi une vache, j'ai faim.
Je veux manger. Je ne peux pas. Je suis navré. Je dois me marier. Et j'ai mis toutes nos économies pour honorer mon engagement. J'ai faim. Donne-moi une vache. Ou je te mange, toi. Non. Prends ce que tu voudras. Prends. L'ogre avala d'une bouchée la vache. Et pendant qu'il mangeait, le prétendant se précipita pour s'éloigner de cet endroit horrible. Il s'arrêta pour souffler un peu. Quelle mésaventure. C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai encore faim. Donne-moi une vache que je mange. Et moi, je fais comment alors? Donne-la-moi ou je te mange. Non. Prends la deuxième aussi. Prends ce que tu voudras. Tout ce que tu veux, tu prends. Et comme à l'accoutumée, il dévora la vache d'un trait. Ses dents cornues et fourchues déchirèrent la chair, telle une simple feuille. Sa bouche pourrie et pestilentielle est flexible et s'ouvre comme une ventouse. Pendant qu'il mangea, la deuxième vache, le prétendant, courut aussi longtemps qu'il pourra pour sauver la dernière. Il espère convaincre ses futurs beaux-parents en leur racontant sa mésaventure. Et peut-être, avec un peu de brin de pitié et une pincée de chance, ils acceptèrent son offre. Après avoir traversé tant de paysages, il n'est plus loin du village de sa bien-aimée. Il est souriant, il est tout content. Lorsque soudain... Donne-moi la troisième vache, j'ai faim. Donne-moi. Je veux manger, j'ai faim. Sinon, je vais te manger toi. Non, prends la dernière aussi, prends. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Et il l'a prise, celle-là aussi. Le jeune homme comprit que l'ogre ne lui laissera pas la vie sauve et qu'il reviendra à la charge. L'homme courut à toute vitesse pour sauver sa peau. Et une fois de plus, l'ogre le rattrapa. Conduis-moi chez ta future épouse. J'ai faim, je veux aussi la manger. Sinon, je te mange toi. L'homme courut se réfugier sur un arbre. La créature le suivit. Et en escaladant, il monta aussi haut, plus haut. Et accidentellement fit chuter une ruche d'abeilles sur la créature pestilentielle. Les abeilles effrayées la piquèrent de manière multiple, continue et douloureuse. La bête se tordit de douleur et prit la fuite. Le jeune homme continua son chemin jusqu'au village de sa dulcinée. Et contre toute attente, ils lui donnèrent en mariage leur fille. S'aimer un ogre demande de la ruse, une ruse qui vaut mieux que 3 vaches réunies. Et merci pour votre aimable attention et à la prochaine! Le jour où 2 sœurs rivales cessèrent de se battre. Il était une fois, quelque part dans la brousse, se retrouvent 2 sœurs. L'une était sauvage et l'autre domestique. On disait qu'elles avaient été séparées longtemps quand elles étaient encore enfants, pour des raisons inconnues. Mais depuis leur retrouvailles, les relations ne sont plus au beau fixe. Elles se battent souvent. Tout le temps, elles sont en train de se battre. Un jour, un serpent qui vaquait à ses occupations fut dérangé par le dispute de ses 2 sœurs rivales. Pourquoi tu me tapes? Tu vas voir comment c'est plus...
essaya de les séparer et reçut un coup sur la tête. Épeuré, le serpent se réfugia dans un sac en cuir. Mais une femme prit ce sac et le secoua fort, très fort, jusqu'à ce que le reptile tomba. Il chuta sur une termitière et le bruit effraya les petits termites qui se mirent à pleurnicher. Gamba le singe et sa fratrie, qui furent avertis de la présence du serpent par les cris des petits termites, commencent à sauter d'une branche à l'autre. Et c'est ce qui agaça l'arbre, faisant tomber le singe. Il fit une chute vertigineuse, mais se rendra très vite compte qu'il vient d'atterrir sur un éléphant. Et cet éléphant se mit à s'agiter. Il s'agitait tellement fort qu'il piétina sous le passage des rats. Le rat et sa fratrie, épeurés à leur tour, libèrent leur abri pour aller se réfugier dans un terrier. Mais en se réfugiant dans le terrier et dans la panique, ils firent tomber des rochers qui, sous l'effet du frottement, prirent feu. Le feu s'embrasa et une grosse fumée noire s'échappa des terres. Étouffés par ce tamas toxique, les nuages déclenchèrent la pluie qui tomba. Les deux sœurs rivales, surprises par la pluie, se séparèrent immédiatement. Surprises par le dégât, elles posèrent des questions au serpent, au singe, aux termites, à l'éléphant, au rat, au rocher, à l'arbre, au feu, aux nuages et à la pluie, ce qui s'était passé. Et le serpent répondit: j'ai voulu juste vous séparer parce que vous me dérangez avec vos disputes. Et j'ai pris un coup sur ma tête. Quand je me suis caché dans un sac, la dame m'a secoué et je suis tombé sous la termitière. Et les petits furent terrifiés. Arbre, pourquoi avez-vous blessé l'éléphant? L'arbre répondit: c'est à cause de l'agissement de Gamba le singe. Il était tellement agité qu'il m'a agacé. Elle posait la même question à l'éléphant. Éléphant, pourquoi as-tu piétiné les rats? Et l'éléphant de répondre: c'est le singe qui m'est tombé dessus. Et j'ai eu peur. C'est quand même un singe sur ma tête. Et c'est tout. Je n'ai pas fait exprès. Et vous les rats, vous avez mis le feu dans la brousse. Vous qui êtes si petits, si mignons, si innocents. Et les rats répondirent: on courait pour nous protéger et sans le faire exprès, des roches sont tombées et l'éboulement a allumé le feu. Nous sommes désolés. Ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute à l'éboulement. Nuage, merci d'avoir demandé à la pluie de tomber. Merci aussi à toi, la pluie, d'avoir éteint le feu. Celui qui embrasait la brousse et l'autre qui embrasait nos cœurs inutilement. À partir de ce jour-là, les deux sœurs décidèrent de ne plus se battre, de ne plus se disputer, de ne plus se chamailler. Elles mirent un terme à leur dispute et ne se chamaillent plus jamais. Les problèmes, qu'ils soient sous forme de mésentente, de discorde, de conflits, de guerre, agissent souvent comme le feu. Ils prennent toujours source quelque part, se propagent et lorsqu'ils ne sont pas éteints, font des dégâts inimaginables à la fin. Et voici pourquoi lorsqu'on est confronté à un problème qui concerne une, deux ou plusieurs personnes, il faut user de ces moyens pour régler la situation. Et peut-être avec un peu de tact, on va maîtriser un feu en voie de devenir un incendie. Un adage africain disait: offre une récompense à celui qui t'empêche de te battre. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine. La princesse maudite et l'intrépide prétendant. Il était une fois dans un pays lointain
se trouvait un village dont la royauté faisait la réputation, surtout par le caractère fort du roi. Il s'appelait Don Colmo. Il était sévère, sans filtre d'empathie. Son visage dur est traversé de rides et ridules qui expriment chacun la cruauté de son cœur. Sa fille, par contre, bien qu'elle soit sa progéniture, représente tout son opposé. Simple, radieuse, insouciante, ses yeux si malicieux reflètent sa personnalité pétillante. Le père sévère, vêtu de sa tunique en coquillage et de ses galons dorés faits de coris, fait peur aux hommes et du coup, très peu vinrent demander la main de sa fille. Et quand bien même il y en a quelques-uns qui sont ambitieux et courageux. Un jour vint un homme, il demanda sa main. Il était en état, disons, non conforme pour la royauté. Oui. Je ne dis pas le contraire. C'est vrai, je suis pauvre. Mais j'ai essayé de réunir un peu de mon économie pour venir demander la main de votre fille, de votre adorable, sublime et pétillante fille. Il lui montre de ses paumes de main crevassées et déchiquetées par la dureté de la vie quelques pièces de coris qui représentaient entre-temps son économie faite de quelques coris qui étaient autrefois le moyen d'échange le plus répandu. Mais regarde quand même ce que j'ai apporté. J'ai remis un peu mes économies. Je sais que ça ne représente pas grand-chose. Mais on peut se débrouiller en attendant avec et on ne sait pas ce que l'avenir nous réservera. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais qui sait? Peut-être que dans l'avenir, Dieu redorera ma situation et que je deviendrai riche. Toi, tu veux épouser ma fille? Toi, là, tu empêches la misère. Tu n'es même pas capable de prendre soin de toi. Comment seras-tu à mesure de prendre soin d'une princesse? Dehors! Je ne supporte pas son odeur. Misérable et désagréable. Mais l'homme en question, déguisé en misérable, est un génie. Choqué et dévasté par cette gifle d'humiliation, il décida alors de punir Don Colmo, le roi cruel, en jetant un mauvais sort sur sa fille chérie, pauvre innocente. Son joli visage doux et lumineux commença à crépiter des boutons purulents. Son nez se gonfla tel une pâte de beignet et ses yeux prirent l'apparence d'un démon.
Elle est devenue d'un coup affreuse. La belle est devenue dégoûtante, repoussante, à vomir. Et on disait que depuis ce jour, elle resta recluse derrière un rideau de perles qui dissimula cette face de monstruosité. Et plus aucun homme ne vint demander sa main. Loin dans une contrée éloignée, au panorama incroyable, vivait un jeune homme débordant d'énergie et de soif de découverte. Tous les endroits sont idéaux pour lui, pour se ressourcer. Cette énergie bouillonnante et débordante le pousse à marcher, à voyager le long des terroirs. Mais il ne voyageait pas seul, il est toujours accompagné de son inséparable harpe, son instrument de musique. Il poursuivit sa route jusqu'au jour où il arrive dans une ville. Il décida de camper là. Comme il ne connaissait personne, il usa alors d'une de ses tactes pour attirer du monde autour de lui. Il alla au marché hebdomadaire, chantait et déclamait des poèmes. Comme il était beau, cette beauté afflue aussi sur ses mots. Soudain, parmi le monde, dans la foule, il remarqua une femme couverte et le visage enfui dans des parures ficelées avec art. Plus tard, quand il termina son spectacle et qu'il ait récolté de quoi survivre, l'audience se dispersa. Le voyageur se trouva seul. Mais curieux, il suivit la mystérieuse dame jusqu'à la porte d'un beau village. Mais il fut très vite arrêté par les soldats de la garde qui le présentèrent à Donkolmo, le roi de ce village. Ils réquisitionnèrent toutes ses affaires et sa harpe aussi et le jetèrent en prison. Et quand le roi un jour lui demanda pourquoi avait-il suivi sa fille, l'homme lui répondit qu'il l'a aimée dès le premier regard. Mais tu te moques de moi ou quoi? Elle n'aime berbe en plus. Il n'a ni barbe, ni moustache. Et alors, où est le problème? Donkolmo, le roi, est réputé être un homme dur, sans pitié, méprisant, impossible à raisonner. Certaines personnes racontent que c'est à cause de ce caractère insupportable que personne, que nul humain n'oserait venir demander la main de sa progéniture. La fille du roi, appelée aussi le visage champignon, porte une face ébouriffée. Sa peau est envahie par des boursouflures, des éruptions cutanées qui lui donnent une apparence monstrueuse, repoussant tout homme tenté par un mariage. On raconte aussi qu'un jour, un génie aurait demandé sa main. N'ayant pas digéré l'humiliation du refus de la famille, il condamna cette beauté dans ce masque répugnant pour l'éternité. La jeune et fraîche princesse vit désormais éclipsée dans une toile de tissu et de perles qui la protège des regards offensants. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Depuis combien de temps vous êtes ici? Vous êtes encore vivant? Non, je ne vais pas mourir ici. Je ne veux pas mourir ici. Faites-moi sortir de là. Je ne veux pas devenir pourriture.
Le jeune voyageur, quant à lui, enfermé dans la prison, ne sait plus quoi faire. Son ego d'homme fier a tant lutté pour retenir ses larmes. Il a beau essayer de ne pas pleurer, mais il céda. Le nomade, l'explorateur des contrées, n'a hélas pas pu retenir ses larmes qui s'écoulèrent désormais le long de ses joues. Soudain, une forme lumineuse jaillit de ces flaques de larmes. Une gamarga apparut. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Elle se présenta et lui offrit 5 tiges de poils de cheval qui lui servent de collier. Ensuite, elle lui donna une de ses plumes magiques et disparut. Les poils du cheval étaient aussi solides qu'un fil de toile d'araignée et la plume était aussi flexible et résistante qu'un tige de bambou. Mais l'explorateur ne sait quoi faire de ce cadeau et les laissa là, dans un coin de la cellule. Ainsi, les jours passèrent et sombrant dans l'ennui et le désarroi, un matin, il décida de s'en occuper. Il bricola négligemment et par accident, et ironie du sort, il confectionna un instrument de musique. Tout content, tout excité par cet objet élaboré par son artifice, il se mit à chanter. La première fois que j'étais aperçu, je me suis demandé qui t'a conçu. Traditionnelle et belle, tu es si légendaire. Sa belle voix, habillée par la magie de l'instrument musical, coula le long des murs de sa cellule et arriva jusqu'aux oreilles de la princesse des laideurs. Si je devrais te redessiner, je te couronnerai de ton sarré. Au fil du temps, il est devenu sa nouvelle passion. Après, bien sûr, celle de la lutte contre l'oubli de celle qu'elle avait été. Je te couronnerai de ton sarré. Ses mots, sa voix, la musique firent du bien à cette princesse longtemps très éprouvée, qui s'est sentie tellement bien, une sensation presque nouvelle et inconnue pour elle, une sensation oubliée comme son visage, son beau visage qu'elle avait planqué dans l'armoire de l'oubli. Et même si sa gentillesse ne lui a valu que de la méchanceté de la part de Don Olmo, le roi, notre explorateur a fini par guérir la princesse. Il l'a guérie de l'intérieur, ce qui lui a valu de briser le sort du génie maléfique et lui rétablir sa beauté légendaire. Plus tard, les deux âmes se marièrent et l'on disait que la princesse était devenue beaucoup plus rayonnante. L'amour et les mots ressourcèrent continuellement sa beauté et son bonheur. Et les notes de la musique réussirent ainsi à attendrir la fureur incandescente du cœur de Don Olmo, qui devint le reflet de l'empathie et de la tendresse. Notre voyageur, quant à lui, est devenu un heureux prince, mais sédentaire. Et comme disait un adage africain, le bonheur ne s'acquiert pas. Il ne réside non plus dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. Notre langage définit deux fois notre degré de civilisation. Il traduit aussi notre niveau d'éducation et parfois il renseigne sur la philosophie de la société d'où nous venons. Alors pourquoi ne pas favoriser de belles paroles à la place des mots offensants? Merci pour votre aimable attention et à la prochaine!
la brebis, le lion et l'hyène. Un beau matin, Zaouka, la brebis, prit son gamarko, le panier, dans lequel elle glissa son kurumbil, une forme de gourde, et alla chercher du miel dans la brousse. Soudain, elle vit Kouroumé le lion accompagné de Boré l'hyène qui surgirent de nulle part. La brebis courut se pointer devant un arbuste et se mit à pousser des cris bizarres. Le troupeau hostile s'approcha. Ils l'observèrent avec appétit. C'est une nouvelle chanson ou est-ce une comédie? Ne voyez-vous pas que l'arbre est souffrant? Je suis en train de le soigner. Le lion observa la sève dégoulinante et s'exclama. Tu es en train de le guérir comme ça là? Oui, attends et tu verras. Tu sais traiter toutes les maladies? Bien sûr. Je suis malade aussi. Je sens une douleur à la poitrine. D'accord, mais pour cela, j'ai besoin d'une oreille de liène. Sérieux? Oui, c'est ça ou rien. Kouroumé, le lion, bondit sur son compagnon Boré et lui arracha une oreille. La brebis ouvrit son gamarko, le trempa dans le miel et donna au lion qui le mangea avec beaucoup d'appétit. Il a un goût délicieux. Oui, c'est une médecine délicieuse. Trop bon. Pour finir le traitement, j'aurai besoin d'une deuxième oreille. Jamais une sans deux. Quand Boré l'hyène entendit cela, elle prit ses jambes au cou et fonça dans la brousse. Le lion, quant à lui, la pourchassa. Lorsqu'il s'était suffisamment éloigné de la brebis, celle-ci prit son panier et rentra tranquillement et sûrement à la maison. Vous savez, la survie est une forme de ruse qui peut parfois avoir la saveur du miel et berner le plus fort ou le plus intelligent. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine!